bienvenue dans ce nouvel épisode de Poursuis-toi toi-même. Dans cet épisode, je voulais vous proposer de nous intéresser à cette compréhension de nous-mêmes dans la relation que nous avons avec les autres. Essayer de savoir un petit peu comment on se positionne quand on interagit avec les personnes qui sont autour de nous et du coup faire un petit détour par l'analyse transactionnelle et un outil qu'on utilise assez fréquemment dans beaucoup de domaines différents qui est le triangle de Karpman. Alors ce triangle de Karpman, il a l'avantage d'être particulièrement simple. C'est un triangle que vous devez voir en même temps que je vous parle, donc un triangle qui repose sur une pointe. Karpman l'a positionné ainsi pour montrer que ce triangle n'est pas en équilibre, il ne repose pas sur une base, et donc les relations que nous allons avoir dans le triangle de Karpman ne sont pas des relations qui nous permettent d'être en équilibre. J'ai envie d'abord de vous présenter l'acceptation traditionnelle, l'acceptation un peu populaire de ce triangle, qui est une acceptation assez simple et qui peut aussi être utile. Dans ce triangle, il y a 3 rôles. Ces 3 rôles, nous pouvons les occuper à différents moments de la relation. Nous pouvons les occuper au même moment à différents niveaux, nous le verrons. Et nous pouvons les occuper successivement. Donc, l'un des rôles est le sauveteur. La position du sauveteur dans l'acceptation générale, dans l'acceptation, j'ai envie de dire, la plus populaire, c'est une position de quelqu'un qui cherche à venir en aide aux autres sans leur avoir demandé, sans avoir été forcément sollicité, et du coup qui vient imposer son aide aux autres. On reviendra sur les rôles en analyse transactionnelle ensuite, mais ça vous permet déjà de voir un peu comment ça fonctionne. Le second rôle, c'est celui du persécuteur. Le persécuteur, en gros, c'est une personne qui va être dans une position qu'on pourrait appeler agressive, qui vient attaquer l'autre, qui a un ton cassant et qui joue le rôle en fait d'aiguillon, qui joue le rôle de personne agressive dans le triangle. Et enfin, la dernière position dans ce triangle est la position de victime. Position de victime, c'est une position plaintive dans laquelle la personne se plaint, est relativement passive, peut attendre que les autres fassent à sa place, assez soumise, s'excusant beaucoup quand on l'agresse. Voilà. Et dans cette théorie un peu populaire, un peu simplifiée du triangle, on va vous mettre en garde contre le fait d'occuper l'une des places dans ce triangle en fait. Donc voilà, on a un triangle, 3 positions, et on va voir un peu comment ça marche quand on essaye d'aller voir en analyse transactionnelle à quoi ces différentes positions correspondent. Alors cette acceptation populaire, pour toute utile qu'elle puisse être, elle pose une légère difficulté, puisque si on reste à ce premier niveau de lecture, je ne devrais pas apporter mon aide à quelqu'un qui ne me l'a pas demandé au risque de devenir sauveteur. Dans une société dans laquelle la solidarité est quand même quelque chose d'important, ça pourrait être presque un frein si on l'acceptait uniquement comme ça. Quand Karpman a construit ces triangles, il fréquentait de façon assidue un homme qui s'appelait Eric Berne et qui a été l'inventeur de l'analyse transactionnelle. C'est dans le cadre de l'analyse transactionnelle que Karpman a construit ce triangle, et c'est un triangle qu'il a construit dans l'objectif de simplifier tout un pan de l'analyse transactionnelle qui est le pan de l'analyse des jeux sociaux. Donc ce que j'aimerais faire, c'est revenir en fait à comment ce triangle s'inscrit dans la théorie de l'analyse transactionnelle. On va le faire de façon simple, donner quelques présupposés, quelques bases d'analyse transactionnelle pour qu'on comprenne comment le triangle s'inscrit dans ce concept-là, dans cette théorie-là, et ensuite revenir sur le triangle et comment Karpman propose de l'utiliser. Alors l'analyse transactionnelle, qui a donc été inventée, comme je le disais, par Eric Berne, est une théorie qui essaye d'être simple. Elle s'inscrit dans les théories humanistes, dans les thérapies humanistes,
Et Eric Berne disait, de façon à imposer à ses successeurs un certain nombre de règles, que toute théorie en analyse transactionnelle doit être compréhensible par un enfant de 8 ans et intéresser un psychologue ou un étudiant d'Harvard pendant plusieurs années. Et donc il y a une notion de simplicité. Et Eric Berne, il va essayer de s'intéresser à la façon dont nous construisons nos relations sociales. Il a écrit un livre qui s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» et il va justement s'intéresser à ce qui se passe dans les relations humaines au moment où on se salue et de la façon dont laquelle on peut être en relation. Il va définir plusieurs niveaux de relations qui sont de qualité et d'ordre légèrement différentes. La façon dont on se dit bonjour, le nombre d'échanges qu'on peut avoir à ce moment-là, Berne va les nommer rituels. Ça va être des rituels, du coup, que nous avons avec nos prochains, que nous avons avec les gens que nous fréquentons. Et ces rituels, ils ont comme caractéristique de très peu mettre en jeu notre individualité, notre intimité. On les fait traditionnellement effectivement avec nos voisins, avec les commerçants, avec les gens qu'on croise brièvement, où on va, en fonction du nombre de fois on les a vus, de l'affection, de l'attention qu'on souhaite leur porter, avoir un certain nombre d'échanges dans lesquels on va rester très en surface de ce qu'on est. Ça, ce sont les rituels. Un peu plus important, nous allons avoir les passe-temps. Dans les passe-temps, on va se regrouper avec des gens qu'on voit sans doute plus fréquemment et sur lesquels on va avoir des sujets dans lesquels on va plus s'exposer. Traditionnellement, ça pourrait être avec nos collègues, dans lesquels on peut parler de travail tout en parlant aussi de nous. On joue un jeu, un passe-temps qui est lié à notre activité professionnelle, et dedans peuvent s'échanger des informations un peu plus personnelles. Ces passe-temps, ça peut être aussi des hobbies. Quand on va se retrouver dans un club pour parler d'une passion, on va à la fois parler de la passion et donner un peu plus accès à qui on est. On peut avoir donc différents clubs, différents lieux dans lesquels ces passe-temps s'exercent. Légèrement au-dessus, de façon un peu parallèle, il y a quelque chose d'extrêmement important dont Berne va parler, qui sont les jeux. Alors le jeu, en fait, il se caractérise comme étant une série de transactions, une série d'échanges dans lesquels l'un des participants au moins attend un bénéfice secondaire, attend de la relation un bénéfice secondaire. On reviendra sur la théorie des jeux, mais lorsqu'on joue un jeu, il y a un certain nombre d'échanges qui vont permettre à la personne qui mène le jeu de faire évoluer la relation jusqu'à obtenir quelque chose. Jusqu'à obtenir quelque chose qu'il recherche à chaque fois. Alors, au-delà des rituels, des passe-temps et des jeux, il y a tout un type de relations qu'on pourrait appeler intimes, dans lesquelles effectivement on commence à ouvrir davantage de sa personnalité à l'autre, dans lesquelles on révèle de plus en plus de choses sur soi, et dans l'absolu, quand on est dans une relation intime, quand on atteint cette intimité dans la relation, on est dans une relation qui est relativement honnête et, j'ai envie de dire, positive pour tout le monde. Qu'on a donc ces différents degrés de relation que Karpa nous reprendra à sa façon en essayant de serrer un peu les choses dans lesquelles on parle quand on rencontre quelqu'un et des choses dont on finit par parler quand on le connaît réellement et qu'on se dirige vers l'intimité. Typiquement, on commence par ne pas parler et puis on va parler éventuellement d'objets ou d'événements qui sont en train de se dérouler et puis on peut remonter comme ça sur des sujets qui sont des sujets plus intimes jusqu'à atteindre l'intimité. Et c'est comme ça qu'il faut le voir en fait, comme un continuum qui part de rituels dans lesquels on s'expose le moins possible et puis qui le long d'une ligne comme ça pourrait aller tout doucement vers quelque chose qui nous permet de parler de notre intimité et de partager notre intimité en fonction de la confiance qu'on peut avoir
dans la personne qui est en face de nous et de l'expérience qu'on peut avoir avec elle dans le temps. Alors tout cela commence à nous permettre de savoir ce que l'on se dit après avoir dit bonjour. Mais l'une des questions qui est posée par l'analyse transactionnelle et à laquelle heureusement elle apporte une réponse est la raison pour laquelle on se dit bonjour. Pourquoi se dit-on bonjour ? Au cœur de l'analyse transactionnelle, il y a la notion de stroke. Le stroke, pour faire encore plus simple, ce sont des signes de reconnaissance positive. Échanger des strokes, c'est échanger des signes qui montrent que, pour moi, vous existez. L'importance de ces signes de reconnaissance positifs est démontrée par l'analyse transactionnelle, mais démontrée par de nombreuses expériences. Et si on repart même sur Spitz avec ses études sur les nouveau-nés, finalement ce que nous montrent les expériences de Spitz, les analyses de Spitz, c'est qu'en s'occupant d'un nouveau-né, en le regardant et en lui parlant, on échange des signes de reconnaissance et qu'en l'absence de ces signes de reconnaissance, les bébés dépérissent et commencent à présenter des troubles mentaux, disons, des troubles de la relation, des troubles autistiques. Ce qui pousse l'analyse transactionnelle à affirmer, avec raison, qu'en l'absence de signes de reconnaissance, la personne se flétrit. Et que il peut arriver effectivement que des personnes soient particulièrement privées, avec très peu de relations sociales, de signes de relations, et dans l'analyse transactionnelle, mais dans d'autres pans de l'analyse, de la psychanalyse, on observe en fait à quel point l'absence de signes de reconnaissance impacte la personnalité, impacte la confiance, impacte l'avenir des personnes qui en sont privées. Ces signes de reconnaissance, ils sont tellement importants qu'on va structurer notre temps pour les obtenir. Structurer notre temps, c'est donc la raison pour laquelle nous allons avoir des rituels et des passe-temps. Nous structurons notre temps de façon à optimiser ou à nous garantir que dans une journée, nous obtiendrons un certain nombre de signes de reconnaissance. Ces signes de reconnaissance, dans l'absolu, nous les recherchons comme des signes de reconnaissance positive. C'est-à-dire que nous attendons de la structuration du temps de pouvoir obtenir des signes de reconnaissance qui nous laissent apparaître comme quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un de valeur, et nous avons besoin de recevoir cette confirmation d'autrui de la valeur qu'il nous apporte et que l'on se porte à nous-mêmes. Mais lorsqu'on commence à manquer de signes de reconnaissance positive, plutôt que de n'en avoir aucun, on peut aussi être en recherche de signes de reconnaissance négatifs. Je préfère avoir un comportement dans lequel je me plains ou dans lequel j'agresse, plutôt ce qui va me permettre d'être en relation et d'obtenir l'attention des autres, plutôt que de ne rien avoir. Et du coup, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous recherchons des signes de reconnaissance positive, mais que nous sommes tout à fait prêts à nous organiser aussi, en cas de manque, en cas de pénurie, pour avoir et obtenir des signes de reconnaissance négatifs qui sont bien évidemment moins nourrissants que les signes de reconnaissance positifs, mais qui viennent quand même remplir ce besoin d'existence, d'être vu, d'être perçu, d'interaction, qui est dans le cœur de ce besoin de structuration du temps. Alors nous en arrivons presque au bout de ces outils préalables, de ces concepts préalables dont nous avons besoin avant de rentrer réellement dans le triangle de Karpman. Le dernier outil dont nous avons besoin est celui des positions de vie. Berne et ses successeurs expliquent que nous avons plusieurs possibilités d'adopter ce qu'ils vont appeler des positions de vie. Ces positions de vie, ce sont des jugements, des positions que l'on prend par rapport à nous-mêmes et par rapport à l'extérieur,
Puis on va avoir dans ces positions de vie, des positions dans lesquelles je peux avoir une conception positive de moi-même, estimer que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de positif, que je sais réfléchir, que je sais prendre en compte l'autre, et du coup j'aurai une position qui sera OK en premier. Donc OK, c'est-à-dire je serai OK ici. Par rapport au monde, si je suis OK par rapport à moi-même, par rapport au monde, je peux adopter deux positions. Je peux être OK avec moi-même et OK avec le monde. J'estime être quelqu'un de bien et j'estime que les personnes que je fréquente, l'environnement dans lequel je vis, la population générale, est aussi quelque chose de positif. Est aussi quelque chose dont j'ai une vision positive. Dans cette position-là, si je suis dans une position OK pour moi, OK pour les autres, OK, je serai dans une position assez simple dans laquelle, quand je suis en interaction avec les autres, je leur reconnais leur individualité, je leur reconnais leur pouvoir d'agir, je leur reconnais leurs compétences, je les reconnais finalement comme des sujets d'eux-mêmes et donc comme des égaux de moi-même. Et dans cette position-là, c'est la position qui, pour l'analyse transactionnelle, est la position la plus saine. Je peux de nouveau être OK avec moi, estimer que je suis quelqu'un de bien, mais pour le coup, estimer que le monde n'est pas OK. Estimer que le monde n'a pas les valeurs suffisantes, estimer que les personnes que je fréquente n'ont pas les capacités suffisantes, n'ont pas les valeurs suffisantes, n'ont pas assez de valeurs, et donc être dans une position où j'ai toujours une image positive de moi, mais où j'ai une image négative des autres. Et dans cette position-là, je pourrais être tenté de me sentir plus capable, plus en possibilité, avoir plus de pouvoir sur les choses. Et celle-là, on l'appellera donc OK+, OK-. Dans les deux premiers exemples, j'ai pris des exemples dans lesquels j'avais donc une image positive de moi-même. Il m'est aussi possible, à certains moments, ou pour certaines personnes, d'avoir une image négative d'elles-mêmes. Dans ce cas-là, elles seront dans une première position, OK moi. Quand on a une image négative de soi-même, on peut avoir néanmoins une vision positive des personnes extérieures. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à me dévaloriser, à penser que je suis plutôt moins bien que les autres, moins en capacité, et qu'en revanche, les autres sont des gens bien, des gens pleins de pouvoir, de valeurs, de convictions, de capacité d'action, de gentillesse, qui moi me manquent. C'est la troisième position dont je voulais vous parler. Et il y a une quatrième position dans laquelle je vais avoir une image dévalorisée de moi-même. Donc je serai donc encore une fois en position OK moi. Et je pourrais avoir, par rapport au monde, l'impression que ce monde est lui aussi négatif. Avec des gens qui auront tendance à abuser de ma faiblesse, avec des gens qui seront aussi mauvais que moi, avec des gens qui n'auront pas forcément de valeur, et moi non plus d'ailleurs, j'en ai pas. Qu'on a cette quatrième position qui est une position assez dépressive, assez difficile à vivre, assez douloureuse. Il est évident que nous n'appartenons pas à une seule position de vie, que nous n'adoptons pas une seule position de vie. Je ne serai pas toujours, malgré toutes mes qualités, OK+, OK+. Il peut m'arriver d'être OK moi, donc d'avoir une image dévalorisée de moi-même, et de penser que les autres savent mieux, et de me sentir pas très bien en fait, à me dire suis-je légitime, est-ce que c'est normal, est-ce que vraiment c'est ma place? Beaucoup de questions qui seraient liées à ce type de position. Qu'on le voit, ces positions, elles jouent à l'intérieur de nous sur ce que nous ressentons et sur ce que nous faisons. Et elles jouent aussi sur nos relations avec les autres. Si je suis OK moi, si j'ai une image négative de moi-même, je vais attendre des autres quelque chose. Je vais me mettre en retrait, peut-être en laissant les autres faire. Et donc ça jouera sur mon comportement. Si je suis OK+, si j'ai une image positive de moi-même, je vais être beaucoup plus actif et beaucoup plus sûr de moi. Et puis, dans ma relation avec autrui, si je suis sûr de moi et que je
pense que l'autre est nul, je vais avoir tendance sans doute à avoir une position, des interactions, des comportements qui vont refléter ce type de position. Donc voilà, là c'était comme ça que l'analyse transactionnelle pense les positions de vie qui nous influent, qui influent sur notre relation avec les autres et qui ont une importance toute particulière dans le triangle de Karpman et les 3 positions que nous allons voir. Comme je disais en introduction, Karpman, ce triangle, il inscrit réellement en théorie des jeux. Ce qui veut dire qu'on peut, à un moment donné, être dans l'une des positions, dans l'un des rôles du triangle, sans pour autant être pris dans le triangle en lui-même. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un est en train de chercher un livre dans une boutique. Il a dit le titre, je l'entends, je trouve le livre, je lui remets. Il ne m'a rien demandé, mais il peut tout à fait être satisfait que je l'ai fait. Et le fait que je le fasse n'implique pas que j'ai pris place dans le triangle de Karpman. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'invitation. Ce qui définit le début d'un jeu, c'est le fait qu'il y ait eu une invitation. Très rapidement, quelques exemples de jeux pour que vous compreniez l'invitation, mais dans une relation dans laquelle, par exemple, quelqu'un nous aurait menti et dont on aurait la preuve qu'il nous a menti, le fait de venir le voir en lui disant « Tu sais, quand tu m'as dit ça, est-ce que tu es bien sûr que c'était vrai ? Parce que c'est bien ce que tu affirmais, n'est-ce pas ? Tu affirmais bien que tu avais fait cela, non ? Mais tu as vraiment fait ça ? Parce que j'ai l'impression, moi, que... Non, mais j'ai l'impression que tu l'as pas fait. Et j'ai l'impression que tu me mens, en fait. Non, tu me mens. Et j'aimerais que tu arrêtes de me mentir, en fait. Tu peux arrêter de me mentir, mais tiens, et reconnais que tu es un menteur. Reconnais que tu l'as pas fait. Là, on est dans une invitation typique de type persécuteur-victime. Ces invitations, elles doivent être acceptées. La victime peut alors prendre une place dans le triangle et dire « Oui, je sais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vraiment, non, mais je sais pas, non, t'as raison, je l'ai pas fait, je sais pas. Non. » Là, ce serait une réponse victime, où le jeu peut commencer. Donc on voit un petit peu comment ça fonctionne. À travers cet exemple-là, il pourrait y avoir des invitations sauveur-sauveur, sans l'outil que je vais vous montrer. Et bien, je pense que ça va être compliqué pour vous de développer votre relation d'aide. J'aimerais réellement que vous puissiez réussir dans votre vocation de thérapeute. Et pour ça, vraiment, il faut que vous acceptiez de vous appuyer sur moi et sur le triangle. Vous allez voir, en vous appuyant sur moi, je vais vous donner les capacités de développer votre relation d'aide et d'être véritablement en position de développer la positivité chez les gens. Vous me suivez ? Invitation sauveur-sauveur. Vous voyez, donc effectivement, on ne va pas aller sur toutes les invitations, mais c'est important de se rendre compte qu'il n'y a jeu que quand il y a une invitation et que cette invitation pousse la personne qui est en face à choisir l'un des rôles ou à choisir plus ou moins instinctivement d'ailleurs l'un des rôles du triangle. Enfin, avant vraiment de revenir à notre triangle, j'aimerais aborder la différence entre jeu et drame. Pour comprendre ces différences, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle 8 mai et qui peut se dérouler sous forme de jeu ou qui peut se dérouler sous forme de drame. Alors, sous forme de jeu. Oui, allô Steve ? Ouais, je comprends pas, là, ça marche pas mon ordinateur. Est-ce que tu pourrais m'aider ? Ouais, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà, en fait, ma connexion internet, elle saute tout le temps. J'arrive pas à avoir accès au flux vidéo et du coup, les visios se déconnectent tout le temps. Ok ? T'es chez quel opérateur ? Non, mais le problème, c'est vraiment que ça coupe, tu comprends ? Moi, j'aimerais
puisses me donner un conseil. D'accord, est-ce que tu as rebooté le modem? Oui, j'ai rebooté le modem, mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment en fait que dans Zoom, j'ai des déconnexions complètement intempestives. Tu es en train de faire d'autres choses avec ta connexion Internet? Non, mais c'est pas ça. En fait, oui, j'ai tout fermé, mais ça marche pas en fait. Est-ce que tu as essayé de redémarrer ton ordinateur? Non, mais ok, je l'ai redémarré l'ordinateur, mais c'est pas, je te dis, c'est pas vraiment ça. Le jeu va perdurer comme ça, et la conclusion dans un jeu sera simplement le fait que l'autre n'est pas en capacité de me porter l'aide et que je dirais un truc du genre oui, tu vois bien, tu peux pas m'aider mais c'est pas grave. Fin du jeu, j'ai obtenu de l'attention, des signes de reconnaissance positive et j'ai quelque part la confirmation que j'ai pas de pouvoir sur mon problème puisque l'autre non plus n'en a pas. Dans un drame, le début de la conversation se déroulerait, le début du jeu se déroulerait de la même façon, et il y aura un moment où ça se passerait un peu comme ça. Est-ce que tu as essayé de réinstaller Zoom? Oui, non, mais j'ai la dernière version de Zoom, ça vient pas de Zoom le problème. Non mais, du coup, je comprends pas, tu veux que je fasse quoi pour toi? Non mais, t'énerve pas en fait. Moi je t'appelle, je te demande un conseil, mais d'où tu t'énerves en fait? Tu te prends pour qui? Et là, il y a un renversement dans le jeu. Il va y avoir un point faible qui va s'afficher, l'agacement de la personne qui essaye d'aider, et dessus, sur cette accroche de point faible, on passe au drame, parce que la personne qui était en position de demandeur ou de victime va changer de position et passer en position de persécuteur. C'est ce que Cartman appelle un switch, et c'est la différence principale entre un jeu qui peut être joué à différents degrés, mais dans lequel il n'y a pas ce retournement, il n'y a pas ce moment où tout d'un coup l'un des joueurs change totalement de rôle, et un drame qui est la version la plus aboutie du jeu, qui permet à l'un des joueurs de changer de position et d'aller chercher des bénéfices secondaires supplémentaires par ce changement de rôle. Donc en revenant sur ces différents rôles, j'aimerais rappeler une nouvelle fois que ces rôles ne sont que des rôles, qu'ils ne désignent pas une personne, et que ces rôles, ce sont des rôles que nous endossons à des moments particuliers. Le premier des rôles sur lesquels j'aimerais revenir, c'est le rôle de persécuteur. Le rôle de persécuteur, c'est un rôle dans lequel la personne confond le fait d'exprimer sa puissance, d'exprimer son pouvoir, sa capacité d'action sur l'environnement avec de l'agressivité. Il se positionne, mais il se positionne en contre, en étant agressif par rapport à certains de ses interlocuteurs pour affirmer sa puissance. Il va là aussi avoir un certain nombre de croyances que l'on a quand on occupe ce rôle de persécuteur. Ce rôle, il prend source dans la position de vie de ce rôle de persécuteur. Le persécuteur, il a une position dans laquelle, pour lui, il est plus, il est en position OK plus, et les autres sont en position OK moins. Il a une image affichée plutôt positive de lui, il a une représentation plutôt négative des autres. Il va avoir des croyances qui sont effectivement liées à cette position, qui est « j'ai plus de valeur, j'ai du pouvoir sur les autres, j'ai le pouvoir de les faire se sentir bien ou mal, j'ai le pouvoir de les contraindre à reconnaître des choses, j'ai le pouvoir de les confronter, de les amener à reconnaître les choses face à moi et d'admettre que je suis bien dans une position supérieure. De la même façon, il va y avoir des pensées qu'on peut déterminer de façon un peu caricaturale comme étant autour de cette question de la valeur que les autres n'ont pas, du fait qu'on ne puisse pas leur faire confiance, que les autres ne sont pas dignes de confiance, et que c'est de leur faute en fait ce qui leur arrive,
c'est de leur faute et qu'il est légitime que je les confronte à leurs responsabilités. Et donc il va y avoir un comportement d'attaque directe ou indirecte, une posture plus ou moins agressive qui va se repérer en fait aussi, ça va se traduire dans le corps, c'est le rôle de persécuteur qui sera adopté à ce moment-là par la personne. Le second rôle sur lequel nous allons revenir, c'est celui de sauveteur ou de sauveur, et dans ce rôle, la personne confond le fait de pouvoir à un moment donné proposer de l'aide à quelqu'un, donc être en proposition, à celui d'imposer du secours à une personne. De la même façon, elle va bâtir en fait cette position et ce rôle à travers de croyances que l'autre n'a de valeur que si on lui vient en aide afin qu'il puisse les exprimer, croyance du fait que l'aide qu'il apporte est indispensable, incontournable, qu'il est une personne incontournable dans la situation pour permettre aux choses d'évoluer positivement et qu'il a du pouvoir sur les autres et le pouvoir de permettre aux personnes de se développer et d'aller mieux, que son action est déterminante pour permettre aux personnes qui l'entourent de se développer et de se sortir des situations qu'elles connaissent. De la même façon, on retrouve une position de vie chez le sauveteur qui est équivalente à celle qu'on trouve chez le persécuteur. Le sauveteur, comme le persécuteur, sont donc dans une position de vie dans laquelle ils sont positifs dans leur image d'eux-mêmes, ils ont donc une position OK+, mais les autres n'ont pas cette même qualité qui les caractérise, n'ont pas ce même pouvoir d'action et de détermination de leur vie, et ils sont donc OK-. C'est important de prendre en considération à ce moment-là, effectivement, cette similitude de position de vie entre la posture de persécuteur et la posture de sauveteur. Enfin, le troisième rôle est celui de la victime, et la victime, elle est dans un rôle qui confond la plainte et la demande. Elle va avoir une position de vie qui est différente de celle des deux autres rôles, puisqu'elle va plutôt avoir de son côté une image négative d'elle-même, donc être en position OK-, et estimer que les autres sont dans une position OK+. Elle va avoir des croyances qui sont liées au fait qu'on ne voit pas ses qualités ou qu'elle n'en a pas assez pour qu'on les voie, qu'elle fait des bêtises et qu'elle les reconnaît, que ce n'est pas entièrement sa faute, mais elle fait des bêtises et du coup ça ne fonctionne pas comme elle veut et ça retombe toujours sur elle. Puis l'idée que personne ne l'aime ou que personne ne l'apprécie et que rien ne peut changer. Enfin, on l'a affirmé à plusieurs moments pendant cette vidéo, il est extrêmement important de se rendre compte que le rôle de sauveteur n'est pas la personne de sauveteur. C'est un rôle qu'une personne joue à un moment donné, mais elle peut jouer d'autres rôles dans d'autres circonstances, à d'autres moments de sa vie, ou ne pas jouer de rôle, ou ne pas être dans le triangle. On verra peut-être dans une seconde vidéo réellement quelles sont les positions qui permettent d'éviter de jouer un rôle qui est dans le triangle. Le rôle n'est pas une personne, d'autant plus que, pour Karpman, nous sommes toujours en train de jouer ou plusieurs de ces rôles dans une situation. Il va distinguer le rôle social, qui est le rôle que j'affiche par mon comportement extérieur vis-à-vis des autres, qui est le rôle que je montre par mes paroles et par mes actes, quand je suis dans le triangle, avec des rôles psychologiques qui peuvent jouer à l'intérieur de moi, ou avec d'autres rôles qui sont moins évidents, mais qu'on peut néanmoins percevoir dans mon comportement. Enfin, et c'est important aussi de l'avoir en tête, on peut être dans le triangle de Karpman tout seul. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des parties qui peuvent prendre certaines de ces positions. Par partie, je me réfère à la PNL, mais typiquement, ce sont ces petites voix qui parlent de vous, à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir une partie de vous qui est dans un rôle de persécuteur, en vous disant mais reconnais que t'es une merde et que vraiment ta présentation du triangle de Karpman,
elle est pourrie. Ah, tu ferais mieux de t'arrêter tout de suite, tu vas être ridicule. Une partie qui va être sauveteur, eh bien, t'inquiète, on a appris des choses. Et tu vas voir si tu m'écoutes, et si tu fais comme je te dis, et si tu te suis le plan, bah, tu vas t'en sortir correctement. Puis une autre petite voix qui dirait ouais, je sais qu'elle est pas terrible, ma partie, je sais qu'elle est pas terrible, je sais qu'elle est pas terrible. C'est pas ma faute. Je fais du mieux que je peux faire, mais j'ai pas le truc, j'ai pas les qualités pour le faire en fait. Et ces trois parties peuvent jouer à l'intérieur de moi-même, soit un jeu, soit un drame, et en tout cas me faire vivre au niveau interne l'équivalent d'un triangle de Karpman. Alors, avant de conclure et d'annoncer une prochaine vidéo dans laquelle on parlera brièvement du triangle compassionnel, qui est le triangle que Karpman aurait aimé qu'on retienne de lui et qui est le modèle qui permet d'éviter de se trouver pris dans le triangle dramatique, j'aimerais quand même donner une petite piste, histoire de repartir avec une note positive, sur la façon de sortir du triangle. Et les deux pistes que je vous propose, et qu'on développera plus avant dans une autre vidéo, sont 1. Les positions de vie. On observe dans le triangle que les positions de vie induisent des aspects spécifiques qui font qu'on se retrouve en position de partir rapidement dans une stratégie de jeu ou de drame. Berne et l'analyse transactionnelle nous conseillent de nous positionner le plus possible dans la position de vie « je suis OK, tu es OK, OK+, OK+. Il est assez facile d'observer qu'aucun des rôles du triangle n'aborde la vie à travers cette position de vie-là. La seconde, c'est une habitude qu'on prend quand on fait aussi de la PNL ou quand on travaille dans d'autres modes de thérapie, qui est d'interroger l'intention positive de chacun des rôles. Quelle est l'intention positive du rôle sauveteur? Et je vais vous laisser y réfléchir. L'intention positive du rôle persécuteur et l'intention positive de la victime, du rôle de victime. Pour résumer rapidement ce qu'on a vu, le triangle de Karpman est un outil qui permet donc d'analyser les relations entre les personnes et de leur donner un outil qui leur permet d'éviter de rentrer dans une logique et une dynamique de jeu ou de drame en leur permettant de s'interroger sur le rôle qu'ils pourraient jouer dans une relation. Il différencie le rôle du simple fait d'être dans un comportement. Avoir un rôle de sauveteur n'est pas égal à avoir un comportement d'aide. Les différences qu'on a pu voir sur les confusions concernant l'aide qui existe dans le rôle de sauveteur permettent de différencier des comportements classiques et sans enjeu et sans risque avec les comportements dans lesquels on risque de se retrouver pris dans ce fameux triangle. Ce triangle peut être joué avec les gens à l'extérieur, comme en interne, et on peut jouer plusieurs rôles en même temps dans la même relation. Cet outil, il est en fait un outil un petit peu de méta-analyse de ce que nous sommes en train de faire. Il fonctionne comme nous prenons du recul et que nous réfléchissons à ce qui vient de se passer ou à ce qui se passe dans une relation et essayons de le repositionner dans le triangle. Enfin, et ça c'est pour ceux qui ont fait de l'analyse transactionnelle, plus particulièrement de l'analyse des jeux, pour Karpman, tous les jeux sont illustrés par des transactions dans le sein du triangle. Pour lui, on peut reprendre tous les jeux qu'on retrouve dans des scénarios et des jeux ou dans le livre concernant des jeux et des hommes d'Eric Berne. Tous ces jeux, on peut les replacer dans le triangle et c'est donc un outil aussi de simplification du modèle de l'analyse transactionnelle.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est bien sûr qu'une initiation. On pourrait prévoir des exercices permettant de voir dans nos relations comment on se positionne. On pourrait faire des ateliers où on aborderait des situations réelles. Mais avec cette première approche théorique, je pense que vous avez déjà quelques outils pour faire de la méta-analyse dans ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses que vous aimeriez voir approfondir ou traiter et que nous pourrions faire dans un prochain épisode.